Madame, Monsieur, bonjour. Le club de la presse s'installe chez vous au menu de cette édition. La pression du Fonds monétaire international sur le Cameroun, le FMI demande au Cameroun de cesser de subventionner le prix du carburant à la pompe, ce que refuse jusqu'ici le pays. Pourquoi et comment comprendre cette divergence de point de vue entre les deux parties? Le Cameroun va-t-il résister? Et pendant bien longtemps, le club de la presse soulève le débat. Toujours dans cette édition, la situation au sein des Lions indomptables du Cameroun avec l'arrivée au banc de touche du nouveau sélectionneur et également la situation au sein de la Fédération camerounaise de football avec le renouvellement des instances. Madame, Monsieur, toujours dans cette édition, nous allons savoir ce qui se passe de ce côté-là, avec nos invités ou notre principal invité qui est sur ce plateau et bien d'autres en ligne. Nous sommes sur ce plateau avec quelqu'un de très connu au Cameroun, le président national de l'UFDC, Victorin Améné Bioleur. Bonjour, président. Bonjour. Alors, merci pour l'invitation. Voilà, je dirais que pour vous présenter, on prendra pratiquement toute une journée. Mais on peut dire comme ça, au passage, que vous êtes expert en sécurité et défense. Et également président national du FDC. Écrivain aussi, vous avez beaucoup écrit. Oui, j'ai écrit quelques ouvrages. J'ai écrit, d'abord, la dernière parution, c'est la politique de défense et sécurité nationale du Cameroun. Oui. Comme vous le savez, j'étais dans les rouages de l'administration des problèmes de défense et sécurité de ce pays. J'ai été au ministère à la présidence d'abord, au ministère de la Défense, et j'ai été enseignant à l'école militaire interarmes et à l'école nationale supérieure de police. Donc c'est moi qui ai introduit dans ces enseignements l'enseignement de défense et de sécurité nationale. Bon, le livre que j'ai écrit, qui est paru à l'Harmattan il y a quelques mois déjà, sont une réminiscence de tout cela. Voilà. Mon expérience en tant que fonctionnaire, en tant qu'enseignant et maintenant en tant qu'homme politique aussi, parce que la politique, la défense, c'est d'abord une question de politique. Voilà. Merci beaucoup, Président. Et au bout de la ligne, nous avons notre président de parti politique, Georges Gilbert Bangoula, également inspecteur contrôleur national des hydrocarbures. Président Bangoula, bonjour. Et bonjour, comment vous allez là-bas? Bonjour à tous, Yaoundé, bonjour à tout le monde. C'est vrai que je suis obligé de survenir, disons à l'extérieur, mais j'espère que je serai à la hauteur de cette émission qui est très attendue par tous les téléspectateurs de Afrique Média. Voilà, merci à vous donc, Président Georges Gilbert Bangoula. Nous allons commencer. Vous savez très bien que nous allons parler cet après-midi de la subvention du prix de carburant au Cameroun. Nous allons parler également du football, la situation dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun et bien sûr la situation au niveau de la FECAFOOT. Mais cette émission a une tradition. Nous avons quelques sujets d'entrée et nous commencerons par le Sénat. Alors, président Georges Gilbert Bangoula, je vous pose la question. C'est vrai que votre parti politique n'est pas représenté à la haute chambre. J'ai bien envie de vous savoir où est le Sénat camerounais aujourd'hui. On avait annoncé la rentrée des parlementaires en grand pompe. Les citoyens camerounais se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe du côté de Guayaquil. Où est le Sénat? Où est le Sénat, président? Déjà, le fait que le Sénat puisse être déjà, disons, actif au Cameroun, c'est une très bonne chose, pour moi, je trouve. C'est vrai que le PR n'a pas été, n'est pas dans la chambre sénatoriale, mais nous avons quand même un regard très observateur, disons, autour de cette chambre. Alors, ce qui m'étonne, je peux soulever cet aspect simplement pour dire, en termes d'actualité, que les mandatures ont été validées. Maintenant, au lieu de s'atteler à ne pas démissionner à la doublure parce qu'il y a des doublons, parce que les doublons, parce que la loi est claire. On est sénateur, on ne peut plus d'être d'utilité publique dans une autre entité. Il y a les PDA, disons que de certaines sociétés d'État qui devront passer démissionner. Parce qu'il ne faut pas qu'on leur demande de démissionner, ou on les amène à démissionner.
Pour ceux qui ne voulons pas, je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a quand même subsidiairement une logique. C'est le respect de la loi. Mais apparemment, personne ne pense à ça. Et ce qui est assez grave, parce que c'est aussi un moyen de faire la loi. Parce que nous ne pouvons pas accepter que la loi prévoit qu'on ne peut pas assurer deux entités publiques avec, disons qu'une entité publique étant sénateur, et que certaines personnes qui sont plaisables dans les sociétés d'État puissent ne pas, disons que prospérer. Cela, je voulais simplement dire, par exemple, le président du conseil d'administration de Caractère, je voulais dire monsieur 95 ans. Hein? Donc, il faudra qu'il fasse démissionner, ça c'est clair. Il y a un certain nombre, par exemple, le secrétaire général du ministère du Travail, monsieur Baskoula, devrait démissionner. Ça va entrer, disons, que dans la ligne avec la France et la mise en application de la loi. Tout à fait. Il est aussi à penser qu'il y a un certain nombre qui ont été aussi élus. Non, pardon, disons que oui, élus, oui, qui sont des sénateurs, présidents aussi directeurs généraux, non, plutôt le conseil d'administration des sociétés d'État qui devront penser, ou même celles du conseil d'administration, ça veut dire qu'ils sont en activité dans une entité publique et ayant une responsabilité matérialisée. Tout à fait. Il faut qu'ils pensent à démissionner. Voilà. Donc, je pense que, simplement que les gars dans le PR, nous pensons que la Chambre sénatoriale est la bienvenue, mais il faudra mettre en exergue la loi et la respecter. Voilà, on vous a très bien compris, président Georges-Hubert Baoula. Nous donnons la parole à Aménie Biolo qui est sur ce plateau. Alors, président, je vous relance sur la même question. On sait que votre parti politique n'était pas à cette élection. On sait aussi qu'actuellement que les sénateurs sont en train de se forger un règlement intérieur. À la lecture des grandes lignes de ce projet de règlement intérieur, comment est-ce que le FDC réagit? Bon, je vais d'abord commencer en donnant mon point de vue sur même de l'existence de ce Sénat, parce que c'est très important. C'est une institution qui est là, mais elle n'est pas inamovible, on peut toujours la changer. Absolument. Je pense que vraiment la venue du Sénat dans notre pays aujourd'hui n'était pas indispensable. Certes, c'est le président du Sénat qui remplace le président de la République en cas de vacances, mais jusqu'ici nous avons fonctionné sans cela et nous on s'en est pas mal porté. Donc, mettre en place une institution qui va nous coûter autant d'argent, alors que nous avons d'autres problèmes aussi importants, sinon plus importants, je pense qu'il y a là un choix qui me paraît pas tout à fait judicieux. C'est certainement pour ça que depuis une vingtaine d'années, ce Sénat n'a pas existé. Le président Biya était là-bas parce qu'il avait trouvé à l'époque qu'elle n'était pas nécessaire et qu'elle était financièrement coûteuse. Donc, et c'est peut-être pour ça aussi que nous n'avons pas voulu présenter de candidats à cette élection-là. Parce que d'abord, dans les textes, le Sénat, c'est une assemblée qui est élue par un suffrage restreint, les conseillers municipaux. Donc, en principe, pour espérer être candidat, les partis politiques qui sont présentés devaient au moins être sûrs qu'ils avaient quelques conseillers municipaux dans quelques régions, que ce soit. Mais on s'est rendu compte que vraiment, c'est n'importe qui peut présenter sa candidature, etc. Et l'autre point aussi, c'est qui pose quelques petits problèmes disons, de démocratie et de légitimité, c'est par rapport à ces membres du Sénat. Vous savez qu'il y a 70 qui sont élus au suffrage universel et 30 qui sont nommés par le président de la République. Quelle est cette chambre où on mélange les gens qui sont élus et des gens qui ne sont pas élus? Et quelle est la légitimité de ces 30 personnes qui ont été nommées? Leur légitimité vient-elle simplement du fait qu'ils soient nommés par le président de la République, alors que le texte de la Constitution dit que le peuple est représenté par le Parlement et le président de la République, et tous ces gens-là sont élus au suffrage universel. Pourquoi avons-nous une chambre un peu, je dirais, bancale de cette manière-là? Non, c'est tous les problèmes qui se posent au niveau du Sénat aujourd'hui. Et comme vient de dire le précédent orateur, le président Baoula, oui. Baoula, Georges-Hubert Baoula, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans cette affaire. On a des gens qui
accumule des fonctions sénatoriales avec de la fonction publique. Et c'est bien dit dans la Constitution du Cameroun que vous ne pouvez pas accumuler, et dans le code électoral, que vous ne pouvez pas cumuler certaines fonctions publiques avec ces fonctions parlementaires. Et tout simplement, est-ce que lorsqu'on votait ces gens-là, est-ce qu'on n'a pas vu que ça posait quelques problèmes là? Vous avez certains qui sont directeurs généraux dans certaines sociétés publiques et qui sont en même temps sénateurs. Comment ça va se passer? Il faut qu'ils posent rapidement leur démission. Et je pense qu'il fallait regarder tout ça avant. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui ne vont pas. Et comme vous le disiez tout à l'heure, pourquoi ce Sénat est actuellement introuvable? Pourquoi les textes qui doivent régir cette Chambre sont préparés au moment où la Chambre commence à siéger? On aurait pu, il y a des experts, que ce soit le président de la République ou bien que ce soit au ministère de l'administration territoriale, qui aurait pu préparer un premier draft, au moins un premier draft qu'on aurait soumis aux sénateurs pour qu'ils donnent leur assentiment. On n'attend pas le jour où il faut élire ces gens-là pour dire, bon, maintenant, le Sénat est là, maintenant, où est le texte, le statut? Est-ce qu'il y a un statut? Il n'y a pas de statut? À la va-vite. Et justement, on va prendre l'avis de Georges-Hibert Baoula sur la question. Alors, Georges-Hibert Baoula, vous venez de suivre là le président Victorin Améné-Bioré sur la question. Le Sénat camerounais est aujourd'hui à la recherche de son règlement intérieur. Quel est un peu votre avis? Pour lui, on aurait pu faire les choses avant. Notamment, je pense qu'il y a un problème, il faut proposer les charrues après les bœufs, mais il faut les poser avant les bœufs. Parce que je dis qu'il faut éviter de nous amener dans des glas contemporains. J'ai plus longtemps, j'ai lancé un regard dans cette chambre sénatoriale. J'ai peur que nous nous retrouvons dans une discipline conventionnelle en ce qui concerne les élections au Cameroun, ou bien en ce qui concerne beaucoup plus l'éligibilité de cette chambre sénatoriale qui ne souffre d'aucune contestation, mais que ceux qui sont dans cette chambre ne comprennent rien du tout. Parce qu'un règlement antérieur s'établit avant. Il ne se même pas à poursuivre. Il ne faut pas prendre les gens pour déclarer, parce qu'en réalité, la chambre sénatoriale peut accompagner simplement d'un règlement extérieur. Bon, maintenant, est-ce que ceux qui sont effectivement liés à cela peuvent apporter une expertise? Là, on se pose des questions parce qu'ils sont des doublons. Et j'insiste que ceux qui sont en train de faire cela, de faire le document des documents rejetés, parce qu'on ne pourrait pas être dans un document occupé de vote. Et qu'à un moment précis, on va faire le document dans une commission de parité tel que le document intérieur, ce document reçoit de part votre présence et de part votre ratification une fois de non-recevoir. La loi est claire. Il faut que les gens déménagent. Et pour déménager, il faut prendre la loi en otage. Il faut que ces gens qui sont dans ces champs sénatoriales, qui pensent qu'ils peuvent être, disons que secrétaire général du ministère du Travail, devant penser qu'ils devaient démissionner. Sinon, nous allons nous retrouver dans une chambre sénatoriale où les gens n'ont plus qualité d'être. Et nous sommes dans la chambre de force et d'expertise de notre République. Et nous sommes dans la première expérience. Nous allons falloir que les gens s'y attellent. Et je pense qu'avec ce comportement, nous allons avancer. Mais en ce qui concerne ce statut que doit appeler, ils ont dit le règlement extérieur. Le règlement extérieur devra être à l'exactitude. Il ne faudra pas que ce soit le règlement extérieur à la dimension des petits amis qui sont dans cette chambre sénatoriale, parce qu'il y a des comportements de telles personnes qui utilisent les médias pour qu'ils prennent l'espace et disons que l'opinion en otage pour dire qu'est-ce que sont le président de la chambre sénatoriale. On a été chanté comme M. Victor Paris, le sénateur. Si M. le sénateur est démissionné, est-ce qu'il est devenu sénateur? Ça ne va pas sérieux. Très bien, merci. D'accord, président, on vous a très bien suivi. Vous gardez la ligne, hein?
Donc, vous n'allez pas vous garder la ligne. Alors, président Victorin Amenubiole, voilà donc la position du Parti républicain et ce que pense le président Georges-Hubert Baoula. Alors, lorsqu'on essaie un peu de voir le draft, le projet du règlement intérieur, il est bien écrit là que l'exercice du mandat de sénateur est incompatible avec certaines fonctions. Membre du gouvernement assimilé, membre du conseil économique et social, maire, délégué du gouvernement, président du conseil d'administration. Mais vous l'avez évoqué tout à l'heure que parmi les sénateurs, on trouve presque tous les profils. Alors, moi, j'ai envie de vous savoir qu'est-ce qui va se passer dans les tout premiers jours. Le Sénat, ce règlement intérieur est dans la Chambre des membres du Conseil constitutionnel. Ça attend dans les tout prochains jours d'être posé sur la table du président de la République pour promulgation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, est-ce qu'on a besoin de pousser les membres du Sénat, certains qui sont frappés par les incompatibilités à la démission? Non, mais je pense que même il n'y a pas que le règlement intérieur. Dans les statuts du Sénat, tel qu'on l'a dans le code électoral, il est prévu toutes ces incompatibilités-là. Il est prévu que si vous êtes président d'un conseil d'administration, si vous êtes ministre, si vous êtes directeur d'entreprise publique et parapublique, et certaines fonctions sont incompatibles. Et cela prévoit à quel moment un président? Pourquoi on n'a pas fait le tamis avant? Pourquoi plutôt il faut le faire après? Ah bah, vous me demandez, je crois que ce sont les gens du pouvoir. Mais vous je peux simplement dire que c'est un... Oui, mais j'aspire, mais je monte. Si vous voulez que je dise que c'est parce qu'ils sont incompétents, ben, je le dis. Ah ben je dis que c'est des gens incompétents. Ne peut pas. Il y a une administration territoriale. Je pense que vraiment celui qui est chargé, ou bien ministre chargé des relations avec les assemblées, doit avoir les techniciens suffisamment futés pour non simplement qui ont déjà vu le statut, faire un règlement intérieur pour que les gens, tant qu'on voit que monsieur tel et celui-là n'est pas compatible avec ce statut, on n'accepte pas sa candidature. Les gens auraient dû démissionner avant que de démissionner par la suite maintenant. Bah oui, certainement. S'ils ne l'ont pas fait avant, maintenant, il faut qu'on les démissionne. Ils n'ont pas compris qu'ils devraient eux-mêmes. Parce qu'un directeur général d'une entreprise publique parapublique qui, sciemment, va poser sa candidature pour être sénateur, il doit comprendre qu'il doit démissionner. Il devrait même démissionner avant de poser cette candidature-là, parce que c'est une incompatibilité, je dirais même constitutionnelle de cette chambre-là. S'il ne le fait pas, je crois qu'il y a un certain jeu. Et vous savez que dans ce pays, il y a eu des ministres qui sont restés... On a connu un ministre qui est resté parlementaire, un ancien premier ministre, qui est resté pendant longtemps président directeur général d'une entreprise publique et parapublique. Donc c'est parce que les pratiques administratives et les pratiques, disons, institutionnelles de ce pays ne sont pas suffisamment rigoureux pour qu'on respecte les textes. Et on a l'impression que dans ce pays, qu'on peut toujours se passer des textes. Qu'un texte peut être là et on trouve un moyen de... Je prends des exemples. Vous avez... quelqu'un qui est condamné, on sait que quelqu'un ne peut pas être condamné à être candidat à une élection. Dans ce pays, vous avez des gens qui sont condamnés et qui sont candidats à l'élection législative, qui deviennent même parlementaires avec des condamnations sur le dos. Vous êtes avec ça. C'est pas normal, c'est pas... Dans un pays qui se veut respectable, on ne peut pas permettre que ce soit comme ça. Ce sont les gens qui voient les listes électorales, qui font la liste des candidats. La Cour suprême, par exemple, devrait, de prime abord, enlever tous ces gens-là de cette liste parce qu'il dit, monsieur, vous êtes condamné, vous ne pouvez pas être candidat à une élection, etc. Mais la rigueur manque dans ce pays, dans ce domaine-là. Tout à fait. Merci, Président. Alors, on va sortir de ces questions avec vous. Georges-Hubert Baoula, vous êtes toujours en ligne. Alors, dites-nous un peu, de votre point de vue, qu'est-ce qui va se passer dans les tout prochains jours, surtout quand c'est qu'on annonce la session parlementaire, la session du mois de juin. Alors, dans la même salle, peut-être dans le même hémicycle, il y a les sénateurs, il y aura les députés. Qu'est-ce qui pourra se passer de votre point de vue? C'est des questions que les Camerounais se posent, président. Je vous suis de la parole sur la question. Oui. Georges-Hubert Baoula, vous répondez? Voilà, en attendant qu'il réponde. Mais je pense que c'est encore cocasse. Ce que vous racontez là, c'est amusant. Quand deux parlements soient obligés de siéger dans les mêmes...
On a un même hémicycle pour le Sénat, on a un hémicycle dont je sais Certains évoquent même peut-être pour faire rire que les parlementaires, les sénateurs vont faire la mi-temps. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est cocasse. Ça ne devrait pas se faire. On devrait rapidement trouver un endroit où le Sénat peut même que ce ne soit pas dans ses meubles définitifs, mais au moins que ce soit pas dans ces meubles, mais au moins que ce soit des meubles un endroit de travail qui soit décent, qu'on ne soit pas obligé de se demander est-ce qu'ils vont être dans la même salle, etc. etc. Tout à fait. C'est un manque de prévision de la part des gens qui nous gouvernent. Voilà, merci, on vous a donc bien compris. Alors, Georges Hubert Baoula, vous êtes toujours en ligne? Je suis en ligne, vous me suivez? Voilà, on vous reçoit très bien. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui pourra un peu se passer? Comment on pourra gérer et les sénateurs et les députés pour la session du mois de juin qui commence dans les tout prochains jours? Vous savez, dans ce pays, le compte rendu, comment tu vois, M. Biya, en tant que président de la République, on parlait d'un logement qui devrait habiter 500 sénateurs. Bizarrement, aujourd'hui, ça se discute dans l'hémicycle. Et donc, si ça ne suffisait pas, il faut savoir que l'Assemblée nationale a bénéficié d'un sinistre. Le président de l'Assemblée nationale nous a dit où est passé le deuxième bâtiment qui devrait être réhabilité. Et où est passé le budget? C'est ce que je vous ai dit. Par contre, quand on va poser des questions, il y aura ce qu'on appelle les échappés. On ne peut plus parler de quelque chose dans ce pays sans qu'on ne puisse savoir que quelqu'un poser ce qu'on appelle des cas. Normalement, une chambre pourrait même être saisie du côté de l'Ouakele, mais il y a un budget qui a disparu. Et maintenant, nous avons discuté les mêmes, disons que, redondeurs de l'hémicycle. C'est tout à fait pas normal. C'est une radio politique au niveau de l'hémicycle. Et on va penser aussi à des sénateurs qui sont bons. Je voulais simplement ici en disant que les Camerounais pensent qu'à un certain moment, ils posaient des actes et que l'histoire ne va pas les rattraper. Est-ce que vous avez oublié qu'il y a un budget qui a été destiné à M. Kamayigi pour qu'il puisse réhabiliter le bâtiment qui avait été sinistré par les flammes? L'argent est parti où? Voilà. Deuxième chose, maintenant au niveau de cette compétence qu'on veut créer autour de la Chambre sénatoriale, je croyais que avant ce samedi, on aurait suivi quelques démissions. Est-ce que les gens sont dans nos grandes communes du côté de la présidence ou que les gens puissent s'atteler à pouvoir démissionner? Un chancelier de l'ordre ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne connaît pas que les textes sont clairs. Très bien. Oui. Vous comprenez? Les textes sont clairs. Voilà. Et je sais qu'il entre en violation flagrante des textes pendant qu'ils disent qu'il faut que le sénateur qui veut l'éliminer, il y a un problème sérieux. Voilà, le président Amélie Biolo voulait réagir à votre suite. Oui, président. Oui, je voulais dire que néanmoins, il faut rappeler quand même que le Sénat et l'Assemblée nationale ne se réunissent pas au même moment. Tout à fait. Et que les textes qui sont étudiés au niveau du Sénat sont des textes qui ont d'abord été préalablement étudiés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, on peut toujours comprendre que, bon, ils travaillent, après ils laissent la place aux autres, mais ça ne fait pas très bien pour une institution qui est pérenne et qui a un rôle aussi important qu'on le dit, qu'ils soient obligés d'aller, on se partage les bureaux 2 secondes, etc. Ça montre qu'on n'est seulement pas organisé dans notre pays, parce que si on avait été organisé, il y a quelque temps, on aurait prévu un endroit quelque part où ces gens pourraient vraiment tout dignement, avec l'importance que l'institution représente, avoir leur quartier sans problème. Donc c'est encore un problème de manque d'organisation, comme nous le répétons tout le temps dans ce pays. Et autre chose que je ne comprends pas, M. Kabaye Jibril est président de l'Assemblée nationale depuis pratiquement près de 30 ans. Et quand il y a une élection au Sénat, il se propose d'être sénateur. Et le lendemain, on le revoit président. Ça veut dire qu'il ne donne pas à la place du président de l'Assemblée nationale l'importance qu'il revêt. S'il peut troquer cette fonction
qui a été pendant longtemps la seconde fonction contre une autre fonction simplement parce qu'elle va pas. Je trouve qu'il y a là quelques petites choses qui ne conviennent pas à un pays vraiment organisé. Et ça, c'est pas parce qu'on a fait trop rêver et on a trop présenté le Sénat aux Camerounais. C'était pratiquement comme la poudre magique. Tout le monde attendait le Sénat. Oui, mais vous savez, en fait, au point de vue pouvoir, le vrai pouvoir, le pouvoir législatif réel, ça appartient à l'Assemblée nationale. Parce que les lois passent d'abord à l'Assemblée nationale, vont après à la lecture au Sénat. S'il y a une seconde lecture, hein, ça va au Sénat et l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas d'accord, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui va prédominer. Oui. Donc, tout cela, donc en principe, dans la réalité, le vrai pouvoir législatif appartient à l'Assemblée nationale. Et la preuve, c'est que nous avons vécu pendant 30 ans sans Parlement et que nos lois sont toujours sont là, et elles sont légales et elles ont toujours fonctionné. Donc, il ne faut pas donner au Sénat plus d'importance qu'il ne l'a. L'importance que le Sénat aujourd'hui, c'est simplement parce que si le président de la République n'est pas là demain pour un problème d'empêchement, c'est le président du Sénat qui va être... en dehors de ça, je ne vois pas le rôle réel d'un Sénat, surtout dans un pays comme le nôtre. Vous avez un mot à dire, Georges Hibert Baoula, pour clôture? Oui, je voulais simplement dire qu'effectivement, le problème de la Chambre sénatoriale est une sorte consultative événementielle. Hein. Oui. Ça n'a rien à voir avec vraiment le plébiscite de la Chambre forte des lois telle la Chambre de l'Assemblée. Parce qu'on a l'impression que c'est les sous-traités qui sont nés là-bas du côté. Il faut faire attention, la Chambre de réflexion de nos lois demeure quand même cette entité qu'on appelle l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, en ce qui concerne la visibilité de la chose, la mauvaise jointure, la mauvaise cohabitation, si M. Kawai est présenté, c'est du fait de son élitisme, excusez-moi entre guillemets. Vous savez, quand on entend sénateur, on a l'impression qu'on lit des charmants, on oublie qu'on est mis assis là, on est vu le petit. Le président de l'Assemblée a repris que, étant plutôt dans la Chambre sénatoriale, ces vieilles casseroles ne vont pas le suivre. Vous savez que je vous ai relevé le fait que nous continuons à attendre l'argent d'une société d'assurance qui appartient à l'intéressé du côté de la ville là-bas. Il y a une société d'assurance qui a évalué le sinistre et l'argent est entré dans les caisses et remis dans les caisses de M. Kawai. Vous comprenez s'il vous plaît? Donc il va falloir qu'ils nous disent comment ça s'est passé et que le sinistre avait été payé par les caisses de l'État à la société d'assurance qui lui a été très favorable, disons que pour ces paradis fiscaux, qui puisse nous dire. Et il voulait 5 ans pour se vêtir, parce que vous savez, il se trouve très mal en point en ce moment du côté comme ça de l'Assemblée. Je dis souvent, il est sous préavis, comme on dit souvent. Et encore avec son président national est un peu à la détresse de ne pas être très hospitalier à M. Kawai qui bénéficie de quelques gifles entre guillemets publics, de pas de salutation en public. Et à l'aéroport récemment, lors de sa sortie, le président national, M. Dia, je n'ai pas pu devoir voir le président de l'Assemblée, sauf si peut-être je n'avais pas mes lunettes, mais je les laisse souvent parce que je les aborde. J'estime que si la Chambre sénatoriale qui n'a pas encore eu le cursus, disons, de fonctionnement, parce qu'il n'y a pas déjà un président, disons, que choisi, disons, après promulgation de cette Chambre, je pense qu'il y a un problème sérieux. Ça veut dire que M. Kawai a perdu les pédales. Et ça fait que nous, dans les tout prochains jours, comme vous l'avez demandé, il y aura beaucoup de choses. J'ai peur que beaucoup de choses se passent et que quelques personnes se retrouvent en train de reprendre leurs actes à la direction des affaires économiques. Voilà, merci. Et qui peut avoir d'avalanche du côté de la prison parce que il y a un agent qui se balade et qui ne se justifie pas en termes d'assurance et pas en termes de construction de l'édifice qui avait pris le plus lourd du côté de l'Assemblée. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. D'accord, merci, le président. Oui, je voulais ajouter que l'autre rôle du Sénat, c'est être le représentant du pouvoir local. Hein? Par exemple, quand vous voyez aux États-Unis, le Sénat représente des États.
c'est l'ensemble des représentants des États qui forment le Sénat. Alors, En France, c'est l'ensemble des régions. Mais au Cameroun, aujourd'hui, où sont nos régions? Sont des régions de nom. Est-ce qu'il y a une assemblée régionale quelque part au Cameroun aujourd'hui? Il n'y en a pas. Oui. Donc, le Sénat représente là-bas de quelle manière, hein? Donc, il fallait d'abord que ces assemblées régionales soient mises en place pour que le Sénat soit le représentant de ces... C'est pour ça que dans la loi sur le Sénat, il était prévu que les électeurs en principe devraient être les représentants des conseils municipaux et les conseillers régionaux. On a changé tout ça maintenant et n'importe qui peut être candidat, etc. C'est un désordre extraordinaire. Donc il est nécessaire qu'il y ait des clarifications dans ce domaine-là pour que réellement on sache qui fait quoi et pourquoi on fait ceci. Voilà, merci. En tout cas, l'Afrique Média, la télévision panafricaine est là pour suivre cette actualité au niveau du Cameroun. Merci à vous, Président Victorin Aménie-Bueler, pour tout ce que vous avez dit sur la question. Merci aussi à vous, Président Georges-Hubert Baola. On va passer au second thème de cette émission. Il s'agit de la pression que le Cameroun subit de la part du Fonds monétaire international à propos ou en ce qui concerne le prix du carburant à la pompe. Alors, Président, je commence par vous. Est-ce que vous comprenez cette pression que le Cameroun subit de la part de l'organisme mondial? Vraiment, si nous subissons des pressions de la part de ces organismes, il faut dire que nous l'avons bien cherché, nous l'avons bien voulu. Parce que si nous gérions correctement nos affaires, ces gens ne viendraient pas chez nous. Et souvent, ils viennent chez nous à notre demande. Hein? Vous savez qu'avant, en ce qui concerne les hydrocarbures, avant, la SNH n'avait de compte à rendre à personne qu'au président de la République. Et dans le cadre de la politique d'ajustement structurel, parce que nous voulions que ces gens-là effacent nos dettes, ou bien qu'ils nous prêtent de l'argent, nous avons accepté qu'ils viennent mettre le nez dans nos affaires et ils ont dit, nous voulons savoir comment vous utilisez l'argent de votre pétrole et tout ceci, cela. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, c'est nous qui les appelons. Et quand ils sont là, et quand ils deviennent nos créanciers, nous ne pouvons plus les faire partir n'importe comment. Nous sommes obligés de prendre des formes dans ce qu'ils disent et de nous conformer pratiquement à ce qu'ils demandent. En ce qui concerne le problème des hydrocarbures et le prix de l'essence à la pompe, c'est vrai, aujourd'hui, si l'on voit le niveau de vie des Camerounais aujourd'hui, si l'on voit le coût de l'énergie dans la vie des Camerounais de tous les jours, dans le transport, dans les autres formes de communication, on se rend compte que ça prend une part importante. Alors que les revenus du Cameroun, des Camerounais baissent, il serait difficile qu'en même temps, on fasse monter le prix de certaines matières premières qui leur sont indispensables. Et je crois que c'est pour ça que le gouvernement camerounais essaie de mettre les freins pour que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ne nous mettent pas n'importe où. Si, par exemple, on augmente brutalement le prix des hydrocarbures. On a essayé déjà ce fameux 8 février 2008. 8 février 2008. Si on a essayé ça, on a vu comment les populations ont réagi. Et je crois que si aujourd'hui le pouvoir ne se presse pas, accepte de subventionner, parce que l'argent que le Camerounais ne paie pas à la pompe, c'est quelqu'un, ça doit venir quelque part, et c'est le gouvernement qui doit le payer par le biais des subventions. Et quand il fait ce subvention, parce qu'il voit qu'il ne peut pas faire autrement. S'il hausse, à supposer qu'aujourd'hui on est déjà à 580 quelque chose de litre, que vous soyez à 800, tous les autres prix vont augmenter. Hein, la femme cela va dire, quand je veux le transport a augmenté, chacun va dire, et ça va augmenter l'inflation au Cameroun et le gouvernement ne peut pas laisser ça passer. Pourtant, ce sont des prix qui sont pratiqués ailleurs. C'est des 800 francs, un peu plus. Ah, mais vous savez, ailleurs, ailleurs, je peux vous dire qu'il y a aussi beaucoup de subventions. Très bien. Dans les hydrocarbures. Et je peux vous dire aussi qu'un pays comme les États-Unis, le carburant coûte beaucoup moins cher là-bas qu'ici. Voilà, on vous donne la parole. Alors, Georges-Hubert Baola, vous êtes inspecteur contrôleur national des hydrocarbures
On imagine que c'est un thème qui vous passionne beaucoup. Vous connaissez vraiment les chiffres du pétrole au Cameroun. Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous apprenez que le Cameroun, qui est votre pays, est sous la pression du Fonds monétaire international sur la question de la subvention du prix de carburant à la pompe? Je pense que, comme je le dis souvent, les gens pensent que l'histoire suit toujours son homme. J'appelle ça le rêve économique. L'expertise qui est faite en termes de production est d'abord une fausse analyse au niveau des chiffres, une fausse publication au niveau de la production. Je prends en otage ici la SNH, qui est le cul-de-sac en ce qui concerne la production de notre carburant, étatiquement. Je prends en subsidiaire la Sonara, qui est un cul-de-sac selon en termes de production dans les tanks et en termes de production locale. Je prends en otage encore, pour la troisième position, la stabilisation, la caisse de stabilisation. Vous ne pouvez pas être dans un pays sérieux où on ne connaît pas le vrai, c'est-à-dire la vraie production. Comment vous pouvez expliquer qu'il y a des sites aujourd'hui qui sont composés des hydrocarbures, d'exploitation? On ne dit pas celui qui incarne la République à travers le sceau patriotique et le sceau, disons que de sa mandature, M. Dia, en lui disant qu'il y a par exemple le gaz qui a été trouvé dans le Nord. Je prends comme ça à témoin M. Tifenoni, qui est allé inaugurer ce point. Si on inaugure le point A et on ne dit pas qu'il y a le point B, ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent créer une culture de la mafia. Monsieur Mouliki est le seul qui sait quelles sont les productions au niveau des tanks. Quelles sont les productions au niveau, disons, des réseaux. Le début d'exploitation de la SNH n'a que ses yeux pour pleurer. Il est de facto un embryon qui ne sert à rien d'autre que porter les documents que M. Moudiki, il a souvent fait l'appel tantôt l'administrateur, ministre, directeur général, qui a tenté de démissionner déjà la troisième fois. M. Dia, je crois qu'il a des raisons valables pour qu'il ne démissionne pas. Et c'est comme ça que vous ne pouvez pas. Nous, on a des chiffres. Nous avons 247 millions de barils. Dans les chiffres, c'est-à-dire nous sommes entre 2011, 2012, 2013, décembre, nous avons atteint ce chiffre en termes de production avec des documents et des vérifications faites sur le terrain. Aujourd'hui, on ne peut plus le cacher. Mais pourquoi vous pouvez expliquer que M. Moudi qui pompeusement s'attelle à mentir et dire que la vérité n'a pas sorti les chiffres? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, depuis que nous on a eu la mandature du ministère, de par la confiance qui a été accordée à notre structure, la NOVA, le bilan est revenu parce que nous avons dit, nous avons ramené 4 500 milliards en 3 ans en termes de production. Chaque trimestre, nous comptons minimum 250 à 220 milliards. Vous comprenez à peu près? Et quand on le fait, le nombre de trimestres qu'on trouve dans l'année en termes de production. Nous sommes le seul pays où celui qui est le compteur de la production, c'est M. Modiki. C'est un alphabétisme que nous avons construit continuellement au Nigeria, dans d'autres pays, en Guinée. Aujourd'hui, l'industrialisation en ce qui concerne la production du carburant est devenue maintenant schématiquement, d'une manière officielle, sur GPS, sur système informatique. Ça veut dire qu'on a besoin de savoir que le tank qui est en train de porter dans un réseau de production, on va aller regarder ou bien envoyer la chose. Vous êtes assis, vous le voyez. D'où le retour manifeste de M. Metouk pour l'extension et la nouvelle technologie au niveau de la Sonara. Voilà. Dans un regard témoin, voilà. Voilà, on reviendra à vous tout à l'heure là pour que la liste soit plus claire. C'est très malheureux, c'est un des gens auquel il faut le penser. Le carburant, s'il monte, il ne poussera jamais les gens dans la rue. Il faut nous dire
on vous a très bien suivi, alors, Président. Oui, je voulais dire que dans l'attitude du FMI, il y a une petite contradiction. Parce que, à la fois, le FMI trouve que le niveau d'imposition au Cameroun n'est pas suffisamment élevé, demande de plus en plus d'impôts. Demande que les systèmes, le système financier camerounais, hein, que le budget camerounais ait de plus en plus d'argent venant des impôts. En même temps, il demande que, alors que c'est ça qui fait que notre hydrocarbure coûte cher, parce que quand vous voyez la structure des rentrées du prix des hydrocarbures, vous voyez, il y a tellement d'impôts là-dedans, et l'État est à pratiquement 35 à 40% d'impôts dans un litre de carburant. Et ça sous la pression du FMI. Et en même temps, il dit qu'il ne faut pas subventionner. Donc je pense qu'il y a là quelque chose qui pose problème. Alors, on ne peut pas d'un côté demander qu'on prenne de plus en plus d'argent et de l'autre côté dire que bon, voilà, donc il y a quelque chose là-bas qui nous semble pas très important. Et il faut voir aussi du côté de comment nous exploitons. Nous sommes un pays pétrolier. Le Cameroun produit du pétrole. Mais nous sommes obligés d'aller acheter du pétrole ailleurs pour le raffiner, etc. Et c'est ça qui rend aussi... Parce que nous avons un pétrole lourd. Parce qu'on a un pétrole lourd et surtout parce que nous n'avons pas cherché un système de raffinage qui soit capable de transformer notre pétrole lourd. Et nous sommes obligés d'acheter du pétrole léger du côté du Nigeria. Et je crois que même au Cameroun, on a quelques puits de pétrole léger. Donc, c'est ça, c'est toutes ces contraintes qui font que il est difficile au Cameroun que le gouvernement augmente le prix du pétrole sans que ça pose des problèmes sociaux, sans que les gens trouvent leur niveau de vie en train de baisser et leurs impôts en train de monter et que ça amène les gens dans les rues et que ça entraîne le pays dans une spirale qu'on ne peut toujours pas contrôler. Mais Président Aménimbele, il y a quand même une réalité. Selon le FMI qui a mené une étude comparative sur les subventions à l'énergie sur près de 176 pays au monde, et aussi une étude sur les mêmes pays qui ont le même niveau que le Cameroun. Oui. Il ressort de cette étude quand même qu'au niveau du Cameroun, l'État met énormément beaucoup d'argent pour subventionner le carburant. Il met énormément d'argent parce qu'il sait aussi qu'il pensionne aussi énormément les Camerounais. Le carburant, ça, comme je disais au début, le carburant entre combien dans le revenu de tout Camerounais, parce que n'importe comment, tout ce que nous faisons est un peu tributaire du carburant. Vous ne pouvez pas marcher si votre voiture n'a pas de carburant, même si vous n'avez pas de voiture. Si vous avez du pétrole en pente, ça entre dans la structure des prix de manière très importante. Donc on ne peut pas ne pas regarder cet aspect et dire simplement que nous sommes simplement parmi les pays qui sont... Et ça m'étonnerait que le Cameroun soit réellement parmi les pays dont le prix du carburant est le plus cher, à moins que vous me donniez des chiffres qui montrent que nous sommes parmi les plus chers. Nous allons vous donner des chiffres tout à l'heure. Alors, pour Georges Ibn Baoula, une réaction? Oui, effectivement, je vous l'ai dit. C'est bien pour dire quand même, mais il ne faut pas que nous rentrons dans un jeu où la déstabilisation se profile à partir d'un certain nombre de scientifiquement en ce qui concerne le pouvoir de Yaoundé. Il faut commencer à préparer par le plan. Les gens ont parlé des émeutiers. Est-ce que les émeutiers étaient descendus parce qu'il y avait un problème de carburant? Ces émeutiers étaient fabriqués par certaines personnes et il y a un certain nombre de collaborateurs du chef de l'État. Donc, ils ont voulu prendre en otage l'institution, c'est bien, c'est tout. Et aujourd'hui, il a démontré que ces métiers ne peuvent pas devenir. Ces métiers, combien se retrouvent encore en prison? Au moment où on disait aux gens que c'était des métiers qui étaient en train de vouloir stabiliser la paix sociale, on était en train de libérer la part du derrière. C'est scientifiquement pensé, c'était une déstabilisation pour faire la reprogrammation de la présidence à travers le trésor public. Vous savez combien d'argent ont sorti rien que pour le gouvernement qui a imposé ce métier? Et des sorties imaginaires par rapport au service spécial. Je prends avantage un peu, monsieur le président, avec une biologie qui est un peu liée au ministère de la Défense. Je sais de quoi je parle. Et je sais de quoi je peux parler. Quand il y a des mouvements sociaux comme ça, c'est l'argent aussi qui sont les gueules de l'État. Donc, il y a des raisons que les gens puissent poser un certain nombre de dates et qui se disent qu'on n'est pas en souffrance. Le plus gros consommateur du carburant, c'est l'État. L'État, du fait qu'il y a un parti
quantifié. Je voulais organiser un peu en allant demander à un ami qui avait peut-être une station du côté du Rwanda que je ne vais pas nommer ici. Un ministre lui a donné récemment, presque 3 semaines, 10 petits millions de bons de carburant à les compenser. Quand le ministre, dans une institution étatique, donne 10 millions de carburant de fonctionnement de ce ministère, vous pensez qu'on n'est pas en train de penser qu'il faut garder un carburant? Ou on n'est pas en train de se poser la question si ce n'est pas une bataille qu'on a créée autour des ministères qui sont devenus plus que les plateformes de demande de carburant, et quand ils sont ministres le font. Et on peut vérifier les moyens de vérification. Parce que dans une station, on ne peut pas consommer en bombe de série 10 millions de consommation, quel genre de véhicules? Alors faire un tour du parc automobile. Le parc automobile n'a aucune valeur résiduelle aujourd'hui que de 5% de véhicules qui marchent. Mais on fait des budgets budgétivores à travers un carburant pour exprimer et donner accès à une dépense qui n'est même pas évaluée et qui n'est même pas comparative. Vous comprenez peut-être? Donc, il faut faire attention. Voilà. Ne voyons pas toujours le mot qui dit l'ingéniabilité. L'ingénieur participe au développement des salaires de la grande miette. On a donné que quelques officiers avec 4, 10 salaires, et ça a amené quelque chose. L'opération anti-recette avec le FMI, le redressement du salaire à travers le président de la République qui n'est pas entré en commun rapport avec son ministre, à l'époque c'était le ministre Insini, qui avait estimé qu'il fallait à tout prix, ne pas augmenter les salaires, même à 1 franc. Depuis qu'on a augmenté ce salaire, est-ce que ça a empêché que les fonctionnaires ou bien les agents de l'État puissent continuer à gagner leur salaire? Dès lors que nous avons 88% de consommation en termes de carburant, on peut penser qu'on peut réaliser aussi le carburant en pas subventionné. Parce que les 400 milliards qui vont pour la subvention ne rapportent rien du tout. Instabilisation au niveau de semence, l'instabilisation au niveau de la qualité, l'instabilisation au niveau des quantités. Vous pensez qu'on va continuer à avoir des caisses de résonance où on dit que c'est la stabilisation qui les stabilise avec les prix? La FNH qui ne fait pas son travail de production et donne de faux chiffres. Le FDP qui cantonne dans les tanks illégalement. Vous savez pourquoi monsieur, comment dire, il est en prison parce qu'il a fait un concurrence déloyale dans le choix de la mafia, à travers par un certain nombre de personnes. Je voulais dire bonjour comme ça, monsieur le CSPH, je ne veux pas prononcer parce que ça me fait très politique. Ok, d'accord. Ce qui se passe aujourd'hui, je vous dis que ça passe par exemple au niveau de la CSPH, au niveau du directeur général, pendant que nous étions dans des quelques mouvements politiques, monsieur le DG a été au cabinet civil qu'il fallait qu'on mette un camion de réserve parti recueillir en demeure. La déstabilisation sociale se sentait au niveau des dollars. Parce que vous voulez justifier le fait que dans la mafia qu'ils font, dans la concurrence illégale, dans les structures de l'État, pour vendre le camion, qui est pollué parfois, qui vient dans la Nouvelle-Guinée, de la dans la Nouvelle-Guinée, je voulais plutôt parler de Côte de Guinée. Mais je pense que c'est des choses assez importantes qu'il faut dire aux Camerounais. Très bien. Vous gardez la ligne, hein, Josibé Baoula. Vous gardez la ligne. S'il vous plaît, on ne peut pas s'attaquer à ce qu'on appelle une information de proximité telle que le FMI vient en ONU, et nous sommes membres du FMI. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore dénoncé le compte. Alors, le FMI a un droit de regard en tant que collaborateur dans l'économie du Cameroun. Je suis désolé, ils ont l'expertise à apporter. C'est vous qui l'avez voulu. Et on n'a pas défendu qu'une décision soit prise, mais ça ne va pas éclairer les émeutiers parce que l'histoire des métiers, c'était une fabrication de certains collaborateurs de M. Dia qui veulent que Dia parte et tout. Voilà. Alors, président Méni Biologien, je vous relance après Georges Baoula. Est-ce qu'il n'a pas vraiment raison lorsqu'on sait que l'État camerounais se lève comme présente en subventionnant le carburant, d'y faire profiter aux Camerounais qui ont un revenu très moyen, des revenus très limités. Mais pourtant, selon les études faites par la Banque mondiale,
et le Fonds monétaire international, les 40% des plus pauvres ne reçoivent que 20% de la subvention sur les carburants. Alors, on dit, le FMI et la Banque mondiale font savoir que lorsque l'État fait parvenir 1 franc aux plus pauvres au Cameroun, le gouvernement dépense pratiquement 5 francs. Alors, lorsque Georges Hibert Baoula nous fait savoir que c'est l'État ou le gouvernement finalement qui est le plus grand consommateur du carburant, qu'est-ce que vous en pensez? Que ce n'est pas les Camerounais qui consomment? Oui, je pense que le Cameroun peut toujours opposer une fin de non-recevoir au FMI. Mais il faut qu'il se rassure que les ratios qu'il a sont les meilleurs et qu'il peut prouver que sa gestion est bonne. S'il y a une bonne gouvernance, nous pouvons nous passer bien de tout ce que nous demande le Fonds monétaire international, étant entendu que nous ne serons pas obligés le lendemain d'aller nous retourner vers le Fonds monétaire international pour demander des ajustements, etc. Parce que c'est ça qui pose problème. Si nos finances étaient bien gérées, si le prix de carburant, au lieu d'être utilisé, comme vous venez de le dire, au lieu d'être utilisé ou bien d'être récompensé au profit de quelques individus, si ce carburant était utilisé dans le cadre du service public, dans des conditions, disons, idoines, je pense que nous aurions là les forces pour dire au FMI pourquoi vous nous posez ces questions, parce que regardez comment nous gérons, comment notre carburant est géré, comment les prix sont faits, comment, quand nous donnons cette subvention, ça ne revient pas simplement dans la poche des grands, mais ça profite aux Camerounais de tous les niveaux. Et je veux dire que si le gouvernement aujourd'hui, pour faire pression sur le gouvernement, demande qu'on augmente les gens qui vont payer le plus cher, c'est encore les pauvres. Les pauvres. Donc, on ne peut pas écouter le Fonds monétaire. Est-ce que la position du FMI, ça, ce que je voulais savoir, est vraiment compréhensible? Vous avez un parti politique, vous avez votre projet de société, forcément, qui part d'une étude que vous avez menée au niveau du Cameroun. Est-ce que vous pensez que les efforts de l'État camerounais ne profitent pas aux pauvres? Je dirais que les efforts, quand on voit ce qui se passe au Cameroun avec la gouvernance qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça profite beaucoup aux pauvres. Donc le FMI a raison. Le FMI, d'un côté, a raison de dire qu'il faut faire attention, mais il faut que ce soit un cri, il ne faut pas que ce soit un diktat. Il faut que ce soit dit, attention, regardez de tel et de tel côté, parce que si vous ne faites pas suffisamment attention, vous risquez d'hypothéquer, de punir les gens qui ont le moins de revenus. Mais on peut dire que, et c'est vrai, regardez, on parle de la gouvernance au Cameroun. L'argent que les gens détournent, vous comprenez, l'argent que les gens détournent au Cameroun pouvait alléger la souffrance des populations les plus pauvres et faire que même une augmentation du carburant, du prix du carburant, ne pèse pas lourdement sur ce peuple. Supposez un instant que les frais de santé des gens soient pris, une partie prise par l'État. Le problème de gouvernance, etc. Et surtout, de cet argent, ce qu'ils ne disent pas, certainement, c'est que c'est plus des hydrocarbures, cet argent-là, il va où? Ils ne le disent pas parce que... mais c'est ce qu'ils posent comme problème. S'ils disent qu'on ne voit pas les répercussions sur le petit peuple, c'est dit, bon alors, cet argent que vous recueillez, où va-t-il? On sait là où il va. Cet argent va dans le détournement des deniers publics, cet argent va dans certaines, disons, dans certaines dépenses somptueuses du pays. Et c'est ça, par le biais des hydrocarbures, je pense, que le FMI est en train de critiquer, en fait, la gestion, la gouvernance du Cameroun, et notamment la gouvernance économique. Voilà. Alors, là, ça me permet de poser question à Georges Hibert Baoula. Alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement camerounais ou le Cameroun pourra contourner cette situation en améliorant sa gouvernance? Je pense. En améliorant la gouvernance, c'est de casser les mauvaises dents, c'est tout. On les arrache avec quelques pincettes et puis ça marche. Ça veut dire, quand une bouche prend un peu de carie, on peut soigner de la carie. Mais si on trouve qu'il y a des modèles qui persistent avec de la pourriture, on verra ça. Simplement, on dit ceci, il faut un forum économique du carburant au Cameroun. Mais sinon, on va tout voir dans le fossé. Parce que quand
on peut dire, édulier comme ça que le domaine du carburant est un domaine privilégié, j'en ai dit ceci. Chaque secrétaire général de la présidence est d'office et de degré PCA de la FNH. L'histoire du carburant se gère depuis la haute magistrature de M. Dia, et le lendemain, c'est parce que ce sont pas ils en parler, et je prends à témoin les chiffres qui ont publiés, disons que d'une manière fausse, parce que c'est pas la production. Regardez par exemple le comportement de notre DAG. Je me parle encore du côté du président Mindiru, qui est très proche du côté du ministère de la Défense. Quelques théories du côté de la maritime pétrolière, ça veut dire que les réserves, par exemple, du pétrole, disons du carburant, disons que de l'armée, sont pas entretenues. Le réseau est pourri. Comment on va expliquer que le réseau n'est pas entretenu alors qu'on a fait que 4 petits milliards, comme ils aiment souvent l'appeler, du côté du ministère de la Défense. Et comme on veut attribuer, ils n'ont jamais accepté qu'ils puissent entretenir ce réseau. Parce que simplement, les gens tirent des bénéfices. Le carburant se balade en l'eau. Est-ce que vous imaginez ça? Et ça expose toute la mobilisation du matériel militaire roulant. Et c'est autant de choses qu'on devra dire à nos frères en qui ne sont pas de passage et qui ont la chance de gérer des affaires avec M. Dia, de ce qu'ils sont obligés de nous rendre compte. Le peuple attend. Et si le peuple se sent offusqué, à un moment, le peuple peut devenir plutôt c'est-à-dire le membre compresseur du système. Et pour l'éviter, c'est pour ça que nous autres, nous disons qui a fait quoi. Qui a fait quoi est important et indexer les personnes individuellement parce qu'il ne faut pas tromper l'histoire. Okay. Nous ne pouvons pas dire, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, il y a le parc automobile de l'État, disons que des yeux, à 2%, il roule 95% de véhicules du parc administratif ne roulent pas dans le territoire national. Et vous budgétisez à travers de l'imagination. Vous budgétisez à travers une histoire de petits copains pour justifier les dépenses en carburant. Je vous ai dit, et je vous ai répété tout à l'heure, en vous disant que le ministre est arrivé à donner 10 millions, du petit million pour échanger. On a traqué ces vendeurs de carburant que je dis à la rapport. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de membres qui sont dans cette affaire. Comment le monsieur m'a dit qui peut-être le PCA de Travex, PCA de la FNH, président de commission pilote de l'offshore en Inde, offshore IMI, de Congo, président de la champion de pétrole, producteur associé à RF. Vous imaginez ça? Oui, chef de Et vous pensez que quand le corps va rater le prix du carburant parce qu'il y a un carburant, vous savez, c'était une incitation. Aujourd'hui, le FMI a trouvé qu'il y a 400 milliards qui se baladent pour une subvention imaginaire et qui profitent à ce qu'est camerounais. Je ne suis pas d'accord que le peuple soit à terre, mais je veux responsabiliser aussi le peuple pour que le peuple comprenne que l'ennemi, on le connaît. L'ennemi, c'est celui qui utilise le mal, les biens publics. Justement, alors, ça renvoie à ce que disait, voilà, Georges-Hubert Baoula, ça renvoie donc à ce que disait tout à l'heure sur ce plateau le président Victorin Rameni-Biolé. Merci, vous gardez la ligne, on va aller presque progressivement, on va vers la fin de cette émission et surtout de cette partie. Alors, président, dites-nous un peu, lorsqu'on sait qu'en 2008, les émeutes ont éclaté ici au Cameroun parce que le gouvernement avait pris en lui la décision de faire une hausse de 5 francs. Donc, CFA. Alors, et par crainte d'une nouvelle crise sociale, le même gouvernement est en train aujourd'hui de résister à la pression du Fonds monétaire international. Alors, je pose la question, le Cameroun va exister pour longtemps? Ou pendant combien de temps? Ou vous entrevoyez une pédasse douce, peut-être pour injecter, pour faire une hausse? Tant que le Cameroun, tant que nous ferons une bonne gouvernance dans notre pays, tant que nous utiliserons de manière efficiente les rentrées financières de notre pays, on pourra résister au FMI. Parce que le FMI... C'est la question de la subvention. C'est la question. Oui, vous pensez que le Cameroun va tenir?
le Cameroun, c'est pas les ressources qui nous manquent, c'est On la peut mauvaise tenir. utilisation de ces ressources-là. Vous comprenez que si l'on ferme tous ces bouchons de détournement de deniers publics dans certains secteurs, on peut bien supporter les subventions qu'on donne pour les carburants. Mais si d'un côté, beaucoup d'argent, des milliards sont détournés, et que de l'autre côté, ils n'entrent pas suffisamment, l'État est obligé De céder. de céder. Mais s'il y a une bonne gouvernance, si nous disons, à partir de maintenant, comme disait Baon tout à l'heure, le carburant de l'État qui se promène dans les poches des uns et des autres, si une bonne gestion se fait au niveau de la SNH, si nous pouvons tenir, nous pouvons colmater toutes ces brèches et tenir à la pression du Fonds monétaire international. Nous ne sommes aucunement obligés de respecter ce que... En tout cas, ce sont des incitations qui nous font. Ce n'est en aucun cas une obligation. Et ça devient pour nous difficile le jour où nous aurons mal géré notre pays et nous serons obligés de nous retourner vers eux pour leur dire prêtez-nous de l'argent pour ceci, pour ça. Ils vont dire, ah bon, nous vous avions dit de ne pas faire ceci, d'augmenter le prix de carburant, etc. Et vous ne l'avez pas fait. Donc, si nous gérons nos affaires de sorte que nous ne soyons pas obligés de faire cela, je pense que nous ne sommes pas obligés d'aller obtempérer à ce que... je me rappelle, il y a, quand on était en période d'ajustement structurel, un haut fonctionnaire de la Banque mondiale, qui a travaillé certainement au Fonds monétaire aussi, qui disait, mais ce que nous ne comprenons pas, que le gouvernement camerounais obtempère à tout ce qu'on vient leur dire ici. Ça, c'est des fonctionnaires de ces institutions qui nous disent. Ils nous disent, c'est des gens qui sont nos collaborateurs qui travaillent avec nous. Nous sommes vraiment désespérés de voir chaque fois quand ils arrivent au Cameroun, ils imposent n'importe quoi et que les Camerounais acceptent. Nous ne sommes pas obligés d'accepter pourvu que nous fassions une bonne gouvernance de nos ressources pour ne pas tomber dans leur piège, pour ne pas obliger d'aller faire la manche pour demander de donner nous ceci, vont dire bon, etc. Vous n'avez pas respecté ceci, vous n'avez pas respecté cela. Donc je pense que tant que c'est là, nous pouvons continuer à subventionner un certain nombre de secteurs dans les hydrocarbures. Parce que c'est vrai, ça entre les hydrocarbures, on peut se passer beaucoup de choses, mais il est difficile de se passer des hydrocarbures. Vous ne pouvez pas fonctionner. L'électricité, c'est vrai que ça se fait, pour une bonne partie, ça se fait aussi. Avec les hydrocarbures. Alors, si on ose trop et ça peut gréver de manière considérable les revenus de certaines entreprises camerounaises. Vous imaginez si leur poste de transport devient trop important, ils seront obligés d'augmenter le prix de leurs produits et c'est le consommateur final qui est la population du Cameroun qui en souffriront. Donc il est nécessaire que le gouvernement camerounais fasse un juste équilibre entre cela, étant entendu qu'il s'agit là d'un secteur stratégique, d'un secteur névralgique qui a des répercussions dans tous les aspects de la vie des Camerounais. Donc je pense que pour une fois, je suis d'accord avec le gouvernement camerounais de ne pas céder à ce genre de pression. Sinon, on ne peut pas dire que le FMI, on va éviter le feu au Cameroun, une nouvelle crise sociale. C'est évitable. Ah ben c'est sûr, si imaginez un seul instant, si on augmente le prix du carburant de manière considérable, mais les gens vont dire non, ça ne va plus. Et certaines velléités qui n'étaient restées que des velléités vont devenir des exigences. Maintenant, vous allez voir les gens réclamer ceci, cela, ou bien allons dans les rues pour dire non, etc. Et c'est comme ça que ça commence. Très bien. Merci à vous. Alors, Président Georges-Hubert Baola, pour sortir de la question, et vous, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Je vois l'avenir certain, mais je voulais simplement dire ceci. Est-ce que vous êtes d'accord déjà? Vous êtes d'accord avec le président Amélie Biolé avec sa... On ne vous a pas dit que c'est autodidacte. Alors, c'est à vous de voir la voie partielle. Et le président de la République devra prendre sa lourde responsabilité de dire je subventionne pas. Mais pour la bonne gouvernance de l'État du Cameroun, il faut casser les mauvaises dents. Mais c'est tout. On est en train de M. Moudi qui fait une proposition, je l'entends comme je présente d'un parti politique, j'ai un avis à donner. Par exemple, quand on met par exemple une convention franc économie, quelle perspective, quel avenir,
Monsieur sénateur Foucault, qui est secrétaire général adjoint à la présidence, devra lui soustraire des dossiers économiques, parce qu'il a un choix impliqué pour les études, parce qu'il est étudié en fonction de la légèreté et de la confiscation de ses poches. Vous comprenez un peu ce que je dis. Alors, donc, il faut un certain nombre de personnes qui ont des sujets patriotiques pour que nous puissions animer le comportement du carburant, on va appeler ça le pétrole, pour que ça profite à tous les Camerounais, puisque ce sont les richesses de notre pays. Et que les gens devront se ressentir au mieux de leur quotidien. Donc moi je pense que l'avenir est certain, mais il faut extraire le mauvais temps. Nous sommes de faire venir un certain nombre de Camerounais qui partent l'antipatriotisme financier pour ne pas être devenu un village, un support quotidien. Voilà. Parce que quand on parle du Canada, les autres membres du quartier, le ministre des Santé, je ne sais pas, des directeurs généraux, on dit qu'il faut augmenter, l'autre dit non, on va augmenter. Pourquoi est-ce que nous avons subventionné les 400 milliards qu'on en parle là? Pourquoi ça ne subventionne pas le Pourquoi ça ne subventionne pas les titres? Voilà. Pourquoi ça ne subventionne pas le balance? Pourquoi ça ne subventionne pas le besoin entier? Pourquoi ça ne subventionne pas, par exemple, l'atelier de la police, là où les policiers se balader tranquillement avec les voitures que j'appelle les chauds, qui tombent en panne et qui n'en veulent pas? Bon, j'ai beaucoup de courage de déléguer la Sûreté nationale, mais je crois que ce n'est pas une bonne activité parce que je l'ai vu un cas qui a laissé ses emplois du côté de le 20 mai dernier. Et vous chutez donc, Georges Ibé Baoula? Je voulais vous dire, parce qu'au niveau de la poste, ils ont dû prendre de raccourcis pour sortir de là. Voilà, il faut un peu animer ou bien financer, par exemple, le matériel motorisé, par exemple, de la police. La gendarmerie qui n'a plus des fusiles, ça veut dire que des ports, je parle même des parents, n'allons pas financer ça. Pourquoi que nous ne pas financer la presse qui est en train de se mourir au Cameroun? Voilà mon point, et je pense que ça serait un sujet patriotique. Dans les 400 milliards, le mettre quelque part et redéfinir les choses. Voilà. Comme du côté de l'Assemblée, nous n'avons plus d'hémicycle, puis voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Georges Ibé Baoula. Je rappelle juste, président Victorin Ameni-Biolé, que alors l'État cherche à contenir sur la question les frustrations des populations camerounaises dont le pouvoir d'achat est très faible. Ça, c'est les raisons avancées. Nous l'avons dit sur le plateau. Alors, juste des précisions, quelques études, quelques chiffres, plus vous avez demandé des chiffres. Oui. Pour la seule année 2011, le niveau des subventions accordées par l'État à la consommation des produits pétroliers était de l'ordre de 323 milliards de francs CFA contre 145 milliards en 2010. Vous voyez comment on est parti de 2010 à 2011 de 245 milliards à 323 milliards. Alors, ce qui représente près de 14% du budget de l'État, soit 60% de la masse salariale. Alors, le FMI dit que c'est extrêmement énorme. Ça, c'est les chiffres de 2011, 2012, ça va crescendo. Ah bah c'est sûr, mais il faut voir. Bon, je ne conteste pas les calculs, mais il faut voir aussi le parc automobile camerounais, comment il augmente. Et les autres, l'utilisation de... Nous avons mis en place, parce que quand on parle des hydrocarbures, il y a le gaz et il y a les autres, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Il faut voir que nous avons mis maintenant une centrale gazière du côté de Kribi qui nous produit du pétrole, et tout ça, ça consomme énormément de l'hydrocarbure, ça contrôle du gaz et tout ça. Donc, il faut peut-être c'est ça qui peut, et surtout le parc automobile camerounais est en train d'augmenter de manière considérable. Et vous savez que le prix des hydrocarbures est tributaire du nombre de la consommation des véhicules, et comme ça augmente, il est forcé que... Et ça va aller ça va augmenter de plus en plus. Il faudrait qu'on trouve un moyen de contenir peut-être cette subvention, que ça ne déborde pas, mais il faut que ça tienne aussi compte des problèmes sociaux que ça peut poser. Je crois que c'est de ce côté-là que nous parlons depuis longtemps, et l'État fait attention à cela, et je crois qu'il fait bien.
De toute façon, hein, on peut dire que l'avenir est certainement chargé beaucoup de choses. On attend, voilà, on attend certainement beaucoup. Alors, merci donc à vous, hein, messieurs, pour cette question. On va prendre très rapidement la question sur le sport parce que on n'a plus, la régie nous fait savoir qu'on n'a plus vraiment beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun au moment où, au banc de touch, on nous signale l'arrivée d'un nouveau coach, le sélectionneur allemand? Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la fédération camerounaise de football? Et voilà, nous allons parler donc, nous prenons ce sujet avec nos deux invités, hein, l'autre est au téléphone et l'autre est dans ce studio. Nous n'avons pas pu avoir nos consultants de toujours sur ce plateau aujourd'hui. Alors, Président Améné Biolo, dites-nous, comment est-ce que lorsque on ne vous a pas vraiment eu sur ce plateau sur la question du football camerounais, le football au Cameroun est pratiquement en crise. Comment est-ce que vous réagissez? Oui, mais je veux tout simplement dire que le football camerounais aujourd'hui est à l'image du Cameroun aujourd'hui. Parce que les gens ont l'impression, et les gens qui quelquefois ils tiennent mordicus, que non, on peut dissocier le football des problèmes politiques, des problèmes économiques, c'est pas possible. Parce que ce sont les mêmes Camerounais qui sont dans le football, les Camerounais sont les mêmes, on ne se divise pas. Certainement, chacun a une petite spécialité, mais nous sommes là avec notre formation, notre environnement et tout ça. Donc, c'est des Camerounais. S'il y a crise au sein de l'État, s'il y a crise en démocratie, s'il y a malgouvernance, s'il y a tout ça, ça va se ressentir sur le football camerounais. Il ne faut pas se faire des illusions. Ça se ressentira. S'il y a le désordre, nous avons parlé du Sénat tout à l'heure. Nous avons dit qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Comment est-ce qu'on attend que le Sénat vienne pour qu'on commence à penser qu'il fallait un statut, etc. Pourquoi est-ce que le Sénat doit aller jeter, comme on dit, les bâtiments pourquoi est-ce qu'il y a cette imprévision, etc. C'est ça qu'on retrouve dans le football camerounais. De l'imprévision, hein, du désordre. Les textes sont là, personne ne les respecte. Les textes sont là. On a vu tout à l'heure, hein, la loi sur le Sénat dit vous ne pouvez pas cumuler les fonctions et on voit des gens qui cumulent les fonctions. Exactement. À la FECAFOOT, il y a le statut de la FECAFOOT. À côté, les gens pratiquent différemment. Et on a l'impression que ça marche. Ça ne peut pas marcher. Ça va coincer quelque part. C'est pour ça que ça coince. Donc, il faut voir tous ces problèmes-là à la base et au fond et comprendre qu'il y a interaction entre tous les aspects de la vie nationale, que ce soit le sport, la culture, l'économie, tout ça, il y a interaction. Donc, ce que subit les Lions indomptables aujourd'hui, ça vient de là. Et regardez, nous sommes en train de discuter le problème qui est au central aujourd'hui. C'est le problème d'abord du nouveau coach qu'on devait... L'arrivée d'un nouveau coach. Oui. Ou bien le maintien d'un coach national. Est-ce que vous avez apprécié la manière dont Jean-Paul Akono a été débarqué? D'abord, mon point de vue là-dessus, c'est d'abord qu'il faut... Nous sommes indépendants depuis 50 et quelques années. Nous avons été, il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine, parmi, je dirais, parmi les sommets du football africain. On comptait le Cameroun parmi les grands pays de football. Donc, nous avons été à tous ces instants-là. Et nous n'avons pas pu mettre en place un système qui fonctionne très très bien. Ça pose problème. Donc, il faut voir ça. Et aujourd'hui, nous sommes obligés, donc, c'est 20-30 ans après, nous sommes obligés d'aller prendre un coach, disons un entraîneur, qui vient, on ne voit pas ce qu'il apporte de plus. Le Jean-Paul Akono, aujourd'hui, dans la poule du Cameroun pour la Coupe du Monde, Jean-Paul Akono, le Cameroun est premier dans sa poule. Tout à fait. C'est un entraîneur qui vous amène jusqu'au premier rang que vous voulez chasser comme ça, comme si, comme un malfrat, alors qu'il vous rend service, alors qu'il vous donne les résultats que vous attendez, que nous n'avions pas depuis un certain temps. Il y a pratiquement près de 10 ans, on ne sent plus Cameroun. Voilà quelqu'un qui vient, il nous donne quelques réussites et on dit, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas dit que personne ne nous a jamais dit que Jean-Paul Akono n'était pas compétent. Hein? Que ce soit la FECAFOOT, que ce soit au ministère des Sports, on ne nous a jamais dit qu'il a été... On constate simplement qu'il gagne les matchs et que le Cameroun est le premier et
encore quelque chose. Comment ça peut se faire? Vous avez quelqu'un qui vous donne des résultats et vous l'enlevez. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et même quand certaines personnes qui devraient avoir voix au chapitre au Cameroun au niveau du football parlent, personne ne les écoute. Ce que Mila dit, ça ne dit rien à personne. Eto'o est là, il marque des buts, nous sommes très très contents, mais on le traîne dans la boue, etc. Vous croyez qu'avec tout ça, ça va marcher? Ça ne marchera pas. Donc je dis, nous devons prendre un entraîneur national. Nous devons avoir un Camerounais qui dirige notre équipe nationale. Ils sont suffisamment nombreux pour le faire. Et on ne peut pas leur substituer des entraîneurs étrangers qui en fait n'apportent rien de plus à notre football. Et l'argent qu'on va payer, qu'on va donner à ces gens-là, ça pourrait nous aider à améliorer quelques stages, à améliorer la situation de quelques équipes nationales. Surtout qu'on pense des sommes énormes. Voilà, regarde notre football professionnel. Est-ce que c'est un football professionnel? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'argent pour ça? Ce n'est pas un football professionnel. Vous avez des équipes qui sont professionnelles et n'ont même pas de stade. Hein? Et même les stades où ils jouent, vous voyez, quand vous y allez là-bas, il suffit, si vous faites attention, vous y laissez votre pied. Donc, et tout ça. Vous croyez qu'avec ça, on peut... Non, il y a tous ces problèmes qui se posent et que on devrait revoir. Et pour embrayer sur la FECAFOOT. Peut-être avant d'embrayer sur la FECAFOOT, Georges Hubert Baola, vous avez votre avis à donner sur ces questions, cette situation au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun? Oui, je dirais que il faut gérer le football comme on gère aussi nos effets sociaux. Ça veut dire que dans le Cameroun, il y a des effets sociaux qui sont monstrueusement préparés par un certain nombre de Camerounais antipatriotiques, parce que j'insiste souvent dessus. S'il y a un nouvel entraîneur, je suis d'avis que ce soit peut-être en concordance avec Jean-Paul Akono, qui je dis à l'époque, qui avait le mérite d'être Camerounais très aimé, mais qui, pour moi, n'avait pas le profil d'être un entraîneur qui fallait à la place de l'équipe nationale, parce qu'il n'a pas cette expertise. Les coupes olympiques, on ne peut pas avoir une expertise non avérée et puis gérer l'équipe nationale comme ça. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire de la FECAFOOT, je pense qu'il y a un libre arbitrage du gouvernement qui s'est impliqué d'une manière nocive. D'ailleurs, il y a, disons que le comité olympique est impliqué, il y a le jugement de la taxe. Maintenant, il y a eu un arbitrage disons que, à la bigométrie de ce que les candidats non éligibles, tels que l'IA et tout le reste, ne sont pas partants. C'est tout à fait normal. Bon, ce sont des choses qu'il faut mettre dans l'histoire du Cameroun. Que les gens veulent ou pas, on ne peut pas gérer une entité publique à vie. Ça veut dire que, même quand vous avez une mandature, il faut savoir que cette mandature a des limites. Vous ne pouvez pas passer le temps à être plébiscité pour des choses dont on décrit. Moi, je n'ai pas une société qui s'appelle sécurité bancaire pour gagner un peu de marché du côté de la FECAFOOT. Monsieur Mandé, qui est un comptable qui a donné 1 milliard à la FECAFOOT, à l'équipe nationale, en tant que comptable, ils sont pour avec cet argent. Mais vous avez vu qu'au niveau d'une consulté, il a été actuellement éclaté pour le faire fait. C'est vrai qu'il y a quelques jours, il a voulu filer à l'anglais, donc il a retiré un peu son passeport. Il n'a que ses yeux pour pleurer, il s'est retiré dans son village, M. Mandé. Nous en lui parlons sur vous. Donc c'est un peu ça, la réalité. Vous avez vu par exemple, monsieur qui a été à l'aéroport à Bénin, on l'a laissé, on a quand même pensé que c'était un citoyen avec son secrétaire général. Mais il est chemin de justice. Voilà. Parce que si on devait refuser, on devait dire, oh voilà, c'est parce que c'est hier, madame, aussi apporté par monsieur Yves-Michel Fosso, pendant que sa mère était, disons que sa mère était décédée personnellement. Georges Hubert Baola, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Peut-être pour finir avec vous sur la question, pour conclure ici sur le plateau. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez maintenant, à votre avis, vraiment très rapidement, en quelques phrases, l'avenir au niveau de la FECAFOOT aujourd'hui? Il faut reformater les textes. Tant que nos textes ne sont pas harmonisés avec l'institution FIFA, en tant que fédération, tout ce qui va se passer sera faux. On ne peut pas parler de l'éligibilité en fonction des textes de GIET.
Voilà. Des textes marqués par des comportements, disons qu'ils sont alliés à la FIFA. Donc, c'est simplement pour dire que si nous sommes dans la course, allumons-nous aux lois et règles de la FIFA. Voilà. Et nous pourrons avoir une prospérité, mais le football est certain, parce que pourquoi? Parce que les gens s'occupent quand même. Et ça, je félicite le gouvernement une fois de plus d'avoir été l'arbitre de ceux qui pensent qu'ils étaient intouchables, et surtout le Premier ministre qui a eu le courage de frapper la main sur la table. On vous a suivi, hein, Georges Hubert Baoula, merci beaucoup d'avoir fait émission avec nous, d'avoir fait vraiment cette émission avec nous en direct, et aussi de très loin de Yaoundé. Alors, Président, voilà, on finira avec vous alors sur la question très rapidement sur la FECAFOOT. Comment est-ce que vous entrevoyez vraiment l'avenir? On est pratiquement dans un statu quo. Oui, je suis d'avis, comme a dit Baoula, de la position qu'a pris le Premier ministre. Oui. Parce que si un Camerounais a des problèmes de gestion dans un secteur aussi important que le coton et qu'il doit gérer en même temps une autre association aussi importante que la FECAFOOT, il y a quelque chose. Je pense que M. Iya Mohamed devrait laisser ses attributions à la FECAFOOT pour aller répondre de tout ce qu'on lui reproche au sein de la Soudé Coton. Et c'est clair, vous ne pouvez pas avoir un mandat électif quelque part alors que tout le monde se dit que celui-là il n'est pas clair. Et je ne comprends pas au Cameroun, ça ne se poserait dans aucun autre État qui se veut un État, démocratique évolué. Quand vous êtes mis en cause, quand vous êtes un dirigeant de la chose publique et que vous êtes mis en cause, vous enlevez d'abord vous allez d'abord vous défendre avant de reprendre votre fonction. Vous ne restez pas dans votre fonction alors que tout le monde dit que que ce que vous faites n'est pas normal. Donc je pense que ce soit M. Iya Mohamed ou les autres, quand ils sont dans cette situation, ils devraient avoir l'honnêteté et le courage de dire, bon, en attendant qu'on m'innocente dans la gestion de la Soudé Coton, je remets mon tablier de la FECAFOOT pour que tout soit clair. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Et je pense aussi qu'il est très très difficile, notamment parce qu'il y a cette histoire de la FIFA, qui fait que très très souvent il y a ce conflit entre le ministère du sport et voilà. Merci, Président. Je suis obligé de vous couper. En tout cas, vous avez donné votre avis sur la question, les Lions indomptables et la FECAFOOT, enfin le climat à présent et l'avenir. Merci à vous donc d'avoir accepté notre invitation et merci pour tout le temps que vous avez pris pour discuter avec nous. Merci également à Georges Hubert Baoula qui était avec nous très loin de Yaoundé, aussi très loin de ce studio où il est souvent très habituel avec nous. Merci également à nos consultants, ils ont fait des efforts mais ils n'ont pas pu nous retrouver sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, la semaine prochaine, nous serons encore là avec une autre édition du Club de la Presse chez vous. C'est sur les antennes de la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Les informations continuent sur votre chaîne.